Merci de m'avoir invité pour faire un exposé. Peut-être certains connaissent les activités des SNC-Lavalin au niveau des aéroports, puisque dans cette région, nous sommes impliqués dans la gestion de deux aéroports, le petit aéroport de Toulouse, donc Francazal, et aussi l'aéroport de Tarbes-Lourdes, qui est le siège de Pamela et de Tarmac. Je voudrais parler des autres activités du groupe en très peu de temps. SNC-Lavalin est l'un des plus importants groupes d'ingénierie et de construction au monde et un acteur clé dans la gestion et l'exploitation des installations d'infrastructures. Le groupe a des bureaux dans le monde entier et dans le Canada et dans une cinquantaine de pays. Il compte actuellement des projets dans une centaine de pays. Nos 40 000 collaborateurs assurent des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'exploitation et de financement de projets. Le groupe offre une gamme complète de services dans 4 secteurs: l'énergie, l'infrastructure, les mines et la métallurgie, pétrole et gaz. La société est un peu plus que centenaire. Elle est active sur la scène internationale depuis plus de 50 ans, ce qui lui a permis de créer un réseau multiculturel de compétences reconnues. Notre groupe compte 18 aéroports qu'on aime appeler, avec un peu de tendresse, de proximité, qui sont situés essentiellement en France métropolitaine, en Europe, en Espagne, aussi sur des territoires éloignés, où la présence d'un aéroport est vitale pour le désenclavement des populations. Je pense à Mayotte et à Saint-Martin. Pour chaque aéroport, nous nous engageons à remplir notre rôle de partenaire durable des collectivités locales dans le cadre d'un contrat de service, d'exploitation, mais d'efficacité opérationnelle et financière aussi. Notre secteur aéronautique est un acteur majeur de l'économie globale. Il est le support d'une majeure partie des relations entre les acteurs du village mondial. Au-delà de l'industrie aéronautique, le secteur agit comme un catalyseur de nombreux secteurs économiques mondiaux, notamment le tourisme. Quelques chiffres pour illustrer l'importance du secteur: plus de 3 milliards de passagers par an, 52% du tourisme mondial, voyage par avion, près de 1400 compagnies commerciales, près de 4000 aéroports commerciaux dans le monde et plus de 25 000 avions en service et près de 50 000 routes aériennes qui sont desservies. En 100 ans, l'aviation a transporté 65 milliards de passagers et ce sont 65 milliards de passagers qui voyageront dans les prochains 15 ans. En effet, notre industrie a connu une croissance rapide au cours des 30 dernières années. En 1980, les compagnies aériennes ont transporté 1 milliard de passagers et en 2014, le chiffre a déjà triplé. La croissance de l'aviation devait se poursuivre, c'est ce qui est prévu, essentiellement en Asie et dans le sous-continent indien. Le décollage des aéronefs passera de 37 millions en 2014 à environ 60 millions d'ici 2030, selon l'OACI. En 2034, le nombre de nouveaux avions opérant à travers le monde est estimé à plus de 32 000 par Airbus et à plus de 38 000 par Boeing. L'aviation est un facteur important de développement économique et social mondial, en particulier dans les pays en voie de développement. Globalement, l'industrie emploie directement 9 millions de personnes dans le monde et soutient 49 millions d'emplois supplémentaires si nous tenons compte des emplois créés par des effets indirects, induits et catalytiques. L'impact économique global de l'industrie s'élève à 2400 milliards de dollars et représente 3,4% du produit intérieur brut mondial. Le fret, qui ne transporte que 0,5%
du commerce mondial en volume représente cependant 35% de cette valeur. La croissance des voyages internationaux contribue au renforcement des relations entre les pays, en particulier par les déplacements des expatriés et les immigrés qui rentrent dans leur pays d'origine pour visiter leurs familles et amis. La mobilité accrue des personnes et des biens à travers les frontières améliore le développement des réseaux économiques et sociaux et induit des effets positifs à long terme. Ce flux de personnes et de biens procure des avantages aussi bien aux pays d'origine qu'aux pays de destination. Par ailleurs, la vitesse et la fiabilité du transport aérien sont particulièrement appréciées lors des situations d'urgence causées par des catastrophes naturelles ou de famine. J'ai vécu personnellement plusieurs expériences dans ce cadre lorsque je dirigeais un aéroport de fret en France et lorsque que ce soit des ONG ou le gouvernement devait faire des actions extrêmement rapides sur des théâtres extérieurs en situation d'urgence. Il est nécessaire d'accompagner la croissance de cette mobilité d'une démarche qui permettra un développement efficient, économiquement viable, acceptable sur le plan environnemental et acceptable aussi sur le plan social. Mais en même temps, il faut s'adapter aux enjeux mondiaux et d'être moteur du changement auquel nous nous préparons. Pour l'industrie de l'aviation, les avantages économiques ne se limitent pas au transport des marchandises et des personnes. Ils comprennent la création d'emplois pour la communauté dans des activités touristiques et dans d'autres secteurs d'affaires connexes. Les bénéfices sociaux englobent, quant à eux, la promotion des relations internationales et la promotion de la mobilité. La gestion responsable de l'environnement comprend la préservation du milieu et des ressources telles que l'air, l'eau et la qualité des sols. Cette approche permet une vue plus large des avantages sociaux et économiques, ainsi que les impacts environnementaux de l'aviation et le développement d'un équilibre approprié entre les trois. Bien que le transport aérien ne représente pas la part la plus importante des émissions de CO2 net émis par le secteur des transports, il a choisi de devenir leader en matière de maîtrise de son impact sur le changement climatique. À cet effet, conscient de son impact environnemental, le secteur aéronautique est le premier parmi les secteurs de transport à prendre des engagements forts et internationaux en faveur des réductions des émissions du CO2. Et en 2014, le transport aérien a émis 724 millions de tonnes de CO2. Ça a été dit, c'est important de le rappeler, ça représente 2% des émissions mondiales d'origine anthropologique ou 12% des émissions du secteur des transports. Avec le doublement prévu de la demande pour le transport aérien au cours des 30 prochaines années, l'industrie de l'aviation a établi une feuille de route avec 3 objectifs ambitieux pour la gestion de ces émissions d'ici 2050. Le sujet a été très bien expliqué par M. Wackenheim et par M. Gandil, donc je n'irai pas dans le détail puisque ça a été fait. Je voudrais juste peut-être insister sur les améliorations des infrastructures puisque les aéroports, et pas seulement les grands, mais aussi les petits, ont un rôle à jouer. Donc je rappelle les objectifs donc, de l'industrie. Jusqu'à 2020, une amélioration moyenne de l'efficacité en carburant de la flotte de 1,5% par an, basée sur les améliorations technologiques, renouvellement de la flotte et des améliorations opérationnelles. À partir de 2020, le maintien d'une croissance neutre en carbone en plafonnant les émissions nettes de CO2 provenant de l'aviation et la réduction en 2050 des émissions nettes de CO2 de l'aviation à la moitié de ce qu'elle était en 2005. Donc je ne discuterai pas des nouvelles technologies, ça a été aussi présenté par M. Champion avec beaucoup de détails, l'amélioration des efficacités, j'irai plutôt au niveau de l'amélioration des infrastructures.
Donc ces améliorations représentent un fort potentiel de réduction de la consommation du carburant et une occasion d'amélioration de la performance environnementale globale des aéroports. Au niveau européen, il y a le programme César. Il y aura une présentation cet après-midi par le directeur exécutif, donc je n'irai pas très loin là-dedans, mais les objectifs, c'est certainement restructurer l'espace aérien afin d'augmenter la capacité et améliorer l'efficacité globale du système de gestion de trafic aérien, accroître le niveau de sécurité avec le doublement prévu du trafic d'ici 20 ans, développer l'efficacité économique du système et, bien sûr, diminuer l'impact sur l'environnement de l'activité aérienne. Au niveau national, la Fédération nationale de l'aviation marchande, la FNAM, qui identifie des opportunités, des contraintes et des solutions qui permettent d'assurer le développement durable du secteur, tous les métiers de l'aérien confondus, a déjà fait des démarches en signant dès 2008 une démarche volontaire en faveur du développement durable. Donc elle a signé en 2008 une convention avec le ministère de l'écologie et le développement durable. Cette convention s'est par ailleurs traduite par la réalisation de 3 baromètres couvrant les 3 piliers du développement durable, le baromètre économique, le baromètre social et le baromètre environnemental. Ils permettent de suivre et de mesurer année par année les progrès effectués par les entreprises du transport aérien et de témoigner du respect des engagements de la charte d'amélioration de la performance environnementale des entreprises de l'aviation marchande. Parmi les indicateurs, nous trouvons le diagnostic énergétique et le recours à des véhicules propres, entre autres. L'association, l'Union des aéroports français, l'UAF, aussi en 2008, a publié un guide des bonnes pratiques environnementales. C'est un guide qui est spécifique aux activités aéroportuaires. C'est une véritable boîte à outils dans laquelle l'UAF invite chacun des aéroports membres à s'emparer des options qui correspondent aux axes de sa stratégie environnementale qui sont cohérents avec ses activités et les moyens qu'il dispose, la taille de l'aéroport. Voici un aperçu, vraiment un survol, mais il y a une présentation assez détaillée sur le site de l'UAF. Donc des mesures prises par certains exploitants d'aéroports pour les réductions spécifiquement des émissions de CO2. J'illustre ça par quelques initiatives prises sur certains des aéroports de notre groupe. Donc la réduction des délais d'attente, approche concertée, surtout sur les très grands aéroports. Le plan de déplacement prenant en compte l'ensemble des parties prenantes, le recours à des équipements non polluants et de substitution d'APU avec des GPU électriques et d'autres sources alternatives. Les plans de réduction des gaz à effet de serre et la réalisation de bilans carbone. Je sais que c'est fait sur beaucoup d'aéroports et nous, dans notre cas, c'est fait sur tous nos aéroports. L'utilisation de véhicules non polluants et l'inscription volontaire dans l'Airport Carbon Accreditation. Cette dernière démarche va au-delà du bilan carbone. Elle correspond à un référentiel qui est propre au secteur aéroportuaire, et qui vise l'atteinte graduelle de la neutralité en émissions de CO2. La décision toute récente de la CI Europe d'approuver un engagement formel de l'industrie européenne de l'aéroport de voir 50 aéroports, c'est souvent les plus importants aussi, devenir neutres en carbone d'ici 2030 reflète l'engagement des aéroports européens à réduire les émissions de carbone provenant des activités aéroportuaires sous leur contrôle, avec le but ultime de devenir neutre en carbone. De notre côté SNC-Lavalin comme groupe, nous mesurons notre rendement global en fonction des 3 dimensions du développement durable,
qu'on appelle le triple bottom line. L'économique, le social et l'environnemental. Nous continuons à poser les jalons. C'est une démarche très longue et continue pour intégrer pleinement le développement durable à nos décisions, nos actions et nos processus. Et ce, pour chacune de nos activités. Notre objectif étant de devenir un chef de file mondial en développement durable et de transformer notre expertise en durabilité en un avantage concurrentiel clé. Ceci nous permettra de créer de la valeur pour nos clients et d'avoir un impact positif au sein des collectivités où nous vivons et travaillons. Je souhaite conclure l'exposé par un exemple d'une démarche de développement durable dont nous sommes particulièrement fiers. C'est l'aéroport de Mayotte, donc dans l'océan Indien. C'est un projet, une délégation de service public ou une concession de 15 ans qui a été octroyée par le gouvernement français, par l'État, à SNC-Lavalin. Et c'est un projet qui va bien au-delà de la construction. Il fallait en fait réinventer et enseigner et former les gens à une gestion aéroportuaire et à toute la technique et la technologie autour, et bien sûr aussi à tous les aspects de développement durable. Donc c'est un projet qui a commencé en 2011. Il a été inauguré l'année passée par le président de la République. C'est un investissement jusqu'à maintenant de 45 millions d'euros qui a créé, au-delà des emplois pendant la période de construction, 80 emplois permanents. L'introduction de nouvelles technologies, c'est un bien grand mot, mais c'est les premiers et seuls escalators de l'île se trouvent à l'aéroport, et bien sûr des passerelles aussi, c'est tout nouveau, et c'est une fierté très particulière pour l'île. C'est un bâtiment de 7000 mètres carrés, un centre d'affaires de 1500 mètres carrés et une construction à venir d'un hôtel sur le périmètre de l'aéroport. La création de nouvelles compétences sur le territoire et dans la région. Il fallait tout reprendre de zéro. L'aéroport aussi, pendant la construction, pendant le projet, on a voulu mettre une infrastructure durable, donc récupération de l'eau de pluie et l'utilisation de cette eau pour l'arrosage et pour l'alimentation des sanitaires. Contribution à l'amélioration du tri sélectif en partenariat avec Éco-Emballage. Une station d'épuration des eaux usées de dernière génération qui dépasse les normes qui prévoient les normes futures. La création d'un jardin tropical. Un jardin tropical, et c'est réellement comme ça. Et quand on sort de l'aéroport, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Installation de panneaux photovoltaïques sur le parking et la toiture, on voit ici sur la toiture, et actuellement il y a un projet pour couvrir aussi le parking de véhicules. Et l'optimisation de la ventilation naturelle grâce à des façades et des toitures conçues pour réguler la température de l'aérogare naturellement. C'est impressionnant le système qui a été mis, en fait, qui est tout naturel. C'est toute cette zone-là, ici, qui a des passagers, c'est de la ventilation naturelle. Il n'y a aucune climatisation. Et les courants d'air qu'il y a à l'intérieur, il faut vraiment juste passer par là pour le croire. C'est mieux que si c'était climatisé. Il y a une petite partie qui est climatisée et tout le reste, donc économie et au niveau de l'électricité et aussi des émissions.
Donc c'est une aérogare aujourd'hui qui est 40% plus éco-énergétique qu'une installation normale du même genre. À Mayotte comme ailleurs, où nos équipes bâtissent l'avenir, nous cherchons toujours à laisser derrière nous un héritage positif, responsable et durable, non seulement par le biais de nos services d'ingénierie ou d'exploitation ou par des technologies, mais aussi grâce à des retombées économiques de projets et à la création d'emplois et à la formation à l'échelle locale. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Sabet.